Onégèse introduit Sabir chez Attila, qui le presse de questions, raconte vite ce qui s'est passé en Gaule. Sabir soupire tristement, le comte Litorius, après la libération de Narbonne par nous-mêmes, a décidé d'en finir avec les Visigoths. Il nous a conduits sous les murs de Toulouse. Terrifié, le roi Théodoric voulait négocier et lui a envoyé quelques délégations dirigées par les évêques. Mais Litorius, qui est un païen, n'a pas écouté leurs mots. Il a rejeté toutes les propositions et sans préparatifs suffisants a commencé le siège de la capitale des Visigoths. Attila l'interrompt. À un tel moment important comme le siège de la capitale du royaume vassal insurgé, Essius n'est pas venu? Non, l'officier Salvien, qui était ici avec Oreste, m'a expliqué qu'Essius était occupé à Ravenne par des intrigues. Quelles intrigues? D'après Salvien, Valentinien, après son mariage avec la fille de Théodose, commence à se sentir le vrai empereur et n'écoute plus toujours son patrice et commandant de l'armée. Les adversaires d'Essius relèvent la tête, par exemple, le préfet du prétoire Albin que le jeune empereur a nommé Patrice. On voit que ce Salvien est bien informé. Il est officier de liaison de Valentinien à l'état-major d'Essius. Il me semble qu'il s'intéresse particulièrement à vos relations avec Essius et les mercenaires huns. C'est certainement un homme de Valentinien. Que dit-il encore d'Essius? Qu'il est très perfide et que pour éliminer le comte Boniface, il menait un double jeu, ce qui a même frappé Galla Placidia. Il a préparé une lance plus longue que celle dont les Romains ont coutume de se servir et a provoqué ensuite Boniface en duel, furieux de la révélation de sa trahison. Nous savons tout cela sauf cette longue lance. Attila est choqué. Il ferme ses yeux et pense aux années d'amitié avec Essius. C'est très pénible pour lui d'apprendre que derrière une apparence si noble et courageuse se cache une âme, capable de perfidie. Avant il ne voulait pas le croire. Mais ce Salvien doit être bien informé. Non, Essius ne sera pas son codirigeant du futur empire romano-eunique. Après un moment de silence, Attila continue son interrogatoire. Revenons à Litorius. Comment expliquer son insouciance? Il s'en tient aux anciennes coutumes païennes. Les augures qui l'accompagnaient, en observant le vol des oiseaux et l'appétit des poules sacrées, lui ont annoncé qu'il aurait une victoire rapide et le triomphe après la prise de Toulouse. Comment les Gaules ont fait prisonnier? Ils ont fait une sortie, l'ont entouré avec une partie des troupes. Nos tentatives de se frayer un chemin chez lui n'ont pas été couronnées de succès. Il était emmené, sous la protection de l'armée goth, protégé par un mur de boucliers et hérissé de lances. Après cela nous avons levé le siège. Vous avez eu raison. Votre armée n'était pas assez nombreuse pour un tel siège. Onégèse remarque, Essius est apparu en Gaule seulement après cet échec puis a commencé les opérations contre Théodoric. Mais, en fait, ils ne se sont pas battus? Non, devant les deux armées, Essius et Théodoric ont conclu l'armistice. Sabir ajoute, maintenant Avitu, le préfet du prétoire de la Gaule, ancien officier d'Essius, négocie de nouvelles conditions de l'autonomie pour le royaume des Visigoths. Attila conclut la conversation. Je ne permettrai pas à Essius de risquer la vie de mes guerriers dans des aventures irresponsables.
Nous ne lui laisserons que le nombre de mercenaires nécessaires à la préservation de sa situation et nous lui demanderons d'augmenter leur solde. Nous devons apprendre à nos troupes à prendre des forteresses puissantes. C'est bien qu'Edécon soit devenu un grand expert des catapultes et des autres machines de siège. Constantinople ne respecte pas toutes les conditions du traité de Margome. Notre patience touche à sa fin. Encore un incident grave et l'Empire romain d'Orient sera puni.